Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marine von Schoenbeck, je suis la directrice générale et cofondatrice de Thanks for Nothing, une association qu'on a créée en 2017 pour faire dialoguer l'art contemporain et l'engagement social. Et en effet, depuis 3 ans, on a la chance d'être invité par Alexandra Fin et Cathy Aliou, qu'on remercie infiniment de nous faire confiance depuis 3 ans, pour le programme du vendredi. Qui est en général donc consacré à la place de l'art contemporain dans l'engagement dans la scène asiatique. Donc pour la 3e année consécutive, on est ravis de vous retrouver, nombreuses et nombreux. Donc merci encore d'être là. Et donc on a toute une journée de programmation, c'est un peu notre spécialité, on adore les marathons, bien qu'on n'en fasse pas physiquement, mais en tout cas le marathon de la parole, on est meilleurs. Donc on a toute une journée de programmation donc, qui débute maintenant jusqu'à 18h ce soir. Le programme est à l'extérieur avec tout le détail, donc on vous invite évidemment à rester avec nous. Vous pouvez surtout profiter aussi de la foire pour aller voir l'ensemble de la programmation de performances et puis bien sûr d'expositions et de solo shows et de présentations des galeries qui ont été mis en place par Alexandra et Cathy. Et puis revenez quand vous voulez, toute la programmation ouverte toute la journée, donc on est encore une fois ravis d'être là. Ce matin, on va commencer donc avec un intervenant que je vais quand même représenter, parce qu'on dit toujours il n'y a plus besoin de te présenter, mais c'est quand même terrible au bout d'un moment de dire ça. Donc je vais quand même te représenter. Je suis habitué. Bah ouais, mais en fait je me suis dit, est-ce que je dois revenir sur toute ta carrière? Et oui, c'est quand même génial. On n'a peut-être pas deux. Non, mais je vais le faire rapidement. Le problème quand on prend de l'âge, en fait, c'est que ça devient un peu quand lourd. On a fait beaucoup de choses, c'est sûr. Mais je vais quand même prendre le temps de te représenter, parce que je trouve ça toujours un peu offensant quand on dit on n'a plus besoin de vous présenter. Donc je vais quand même faire cet exercice-là de façon concise. Et surtout aujourd'hui, donc l'objet de cette conversation, c'est de parler de la Biennale de Gwangju, donc la 15e édition, qui aura lieu en septembre 2024, qui va même débuter le vendredi 7 septembre 2024. On a un bon agenda dans la tête. Jusqu'au 1er décembre 2024. Et donc, juste petit moment organisationnel. Donc, on vous invite tous à venir en Corée en 2024, en septembre. Vous pouvez commencer votre semaine par la foire de Frise. Désolée Alexandra, je fais un peu de promo pour la foire de Frise, mais on les aime bien. On les aime bien, franchement, ouais. Et moi aussi, je collabore avec eux de temps en temps, donc... Tout à fait, plein de galeries qui viennent de Séoul. Et je dois dire, donc j'ai été à Frise cette année, à Séoul, et franchement la foire est exceptionnelle, et surtout le paysage institutionnel de programmation d'exposition était génial. Et on aura notamment la chance aujourd'hui d'accueillir une très jeune collectionneuse qui a 30 ans, qui s'appelle Lina Kim, et qui a créé un musée qu'on a d'ailleurs visité avec Alexandra, qui s'appelle le KNL Museum. Et c'est un musée privé, mais qu'elle a créé de façon exceptionnelle avec une magnifique exposition de Hermann Nietzsche qu'on peut voir en ce moment au musée de l'Orangerie. On en parlera donc tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut tout de suite fixer un rendez-vous à Séoul en septembre 2024. Vous avez la chance de venir à Frise. C'est vraiment un super moment. En plus, pas du tout la rentrée des classes, c'est parfait. Et après, le vendredi, vous prenez un train 2 heures qui marche hyper bien, vient de me dire Nicolas. 2 heures jusqu'à Gwangju pour aller découvrir la programmation de Nicolas. Voilà. Alors, petit retour en arrière. Donc, Nicolas, tu as cofondé et dirigé le Palais de Tokyo avec Jérôme Sens de 2000 à 2006. Puis, tu as été à la Tate Britain, au ministère de la Culture, aux Beaux-Arts de Paris en 2011, au MoCo en 2015. Et en fait, tu es familier des biennales puisque tu avais participé à la Biennale de Moscou, à la Biennale d'Istanbul, peut-être à d'autres biennales. Il y a eu Lyon, Athènes... Ah oui, bon. Tant d'autres en fait. Et Taipei en 2014. Ouais. Tout à fait. Et du coup, tu as été nommé directeur de la Biennale de Gwangju, la 15e édition comme on le disait. Et on voudrait revenir un instant, je vous ai donné les dates, donc vous avez déjà tout noté, c'est super. Vous avez pris vos billets d'avion en 2 secondes et voilà. Et juste revenir sur la façon dont tu as présenté la programmation, pour l'instant de façon assez succincte. Donc c'est pour ça que les journalistes font la queue pour savoir quelle va être la programmation, mais en fait on va le savoir même avant eux. Sur en fait une biennale qui s'articule autour du rôle de l'art dans l'espace public, dans l'espace commun. Et d'ailleurs le titre que tu as choisi correspond à ça. Est-ce qu'on commence par ça? Peut-être pas. D'accord. Voilà.
Parce qu'en fait, je crois qu'il faut préciser un petit peu on peut préciser le contexte. Le background, le contexte aussi. Ouais. Tu à voulais fait. parler de la ville de Gwangju ? Alors, très bien. Ouais. Alors, on peut commencer par ça. Alors, je voulais effectivement, je demandais à Nicolas de faire cela. Gwangju, donc c'est une ville au sud de Séoul, en Corée. J'ai vu que la Biennale avait été créée donc, en 1995, donc c'est le 30e anniversaire bientôt. C'est une ville, en fait, qui, en Corée... Alors, je n'ai pas encore fait un doctorat là-dessus, mais je suis sûre que Nicolas l'a fait et qui va pouvoir nous éclairer. Donc, c'est une ville qui est très connue, puisque le 18 mai 1980, elle a été le cœur névralgique d'une révolte démocratique suite à un coup d'État. Alors, j'ai noté le nom du général. Park, bien sûr, souvent Park, et qui donc a fait un coup d'État le 17 mai, et le 18 mai, la ville de Gwangju, les étudiants, les syndicats se sont tous réunis, ont lancé un grand mouvement démocratique qui a permis la chute de ce général et qui a ouvert l'ère démocratique de la Corée. Et donc c'est évidemment un symbole, je pense, très fort. J'ai lu que c'était une grande ville de commerce et de culture. Et donc j'aimerais peut-être que tu nous fasses un voyage, une visite, puisqu'on n'y a peut-être pas tous encore été, on n'a peut-être pas tous eu cette chance, mais grâce à toi, on viendra. Si tu peux nous faire une visite un peu historique et même topographique de Gwangju. Là, tu exagères un petit peu. Succincte, on a dit. Mais effectivement, c'est une des grandes villes coréennes. Ce qui est intéressant, en fait, dans le rappel historique que tu viens de faire, c'est que de comprendre que la Biennale elle-même, la création de la Biennale, en fait, est liée au soulèvement démocratique. Ça a été... en fait, sur le modèle de la Biennale de Venise, en fait, au départ, en fait, les créateurs en fait, de la Biennale de Gwangju voulaient commémorer ce soulèvement, l'inscrire en fait, dans l'histoire de la ville. Et je pense que cette base politique en fait, de la Biennale de Gwangju est extrêmement importante. C'est très présent dans la ville. En fait. On a conservé, par exemple, en fait, comme une sorte de mémorial, le bâtiment dans lequel il y a eu l'assaut principal de l'armée qui a abouti à au moins une centaine de morts uniquement dans ce bâtiment, avec toutes les traces de balles qui sont encore présentes en fait, et une sorte de parcours historique. Donc il y a une sorte de traumatisme à la fois et la volonté d'inscrire Gwangju dans une histoire qui est celle de la démocratie en Corée. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est pas une biennale anodine, c'est pas une biennale qui s'est créée par caprice, mais qui naît en fait d'un soulèvement populaire. Et ça, c'est extraordinairement important de le préciser. C'est encore dans la mémoire de la biennale. Et c'est très, 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 très présent. Ensuite, la Gwangju, c'est une grande ville coréenne, en fait, avec une architecture, en fait, il y a des traces de l'architecture traditionnelle, en fait, mais bien entendu, c'est une grande ville asiatique, quoi, avec ce côté extrêmement intense. On n'est pas loin en même temps de la mer. Il y a l'île de Jeju, qui est un peu plus au sud, en fait, dans lequel il y a je crois que vous invitez pas d'ailleurs la directrice du centre d'art de Jeju. Non, c'est pas. Ouais, je crois, j'ai confondu. Mais en tout cas, bon, c'est une scène culturelle aussi extrêmement vibrante. À côté, il y a la ville de Busan, par exemple, dans lequel il y a un festival de films qui est extrêmement connu et réputé. Et d'ailleurs, le cinéma coréen, c'est une source d'inspiration extraordinaire. En fait, j'aurais pu en ramener des extraits, mais on en aurait passé 2 heures. Mais en tout cas, voilà, il y a un contexte en fait général. Et qui explique aussi, par exemple, fait important, que la Biennale de Venise et la Biennale de Gwangju sont les 2 seules biennales, à ma connaissance, mais vous pouvez me tromper, il y a São Paulo peut-être, qui possèdent leur propre bâtiment, en fait. C'est toujours au même endroit, en fait, l'exposition principale. Et ça, c'est une particularité. Avec des pavillons nationaux aussi. Alors, en plus, donc, il y a à côté, dans la ville, en fait, parce que chaque nation concernée, en fait, se débrouille par elle-même. Il y a des pavillons nationaux qui sont disséminés un petit peu partout dans la ville. Il y en aura cette année entre 15 et 20, je crois. Ouais. Et le bâtiment central, parce que j'ai vu que c'était un peu le même fonctionnement effectivement que la Biennale de Venise. Donc il y a une sorte de grand pavillon d'exposition centrale qui est le bâtiment dont tu parlais, qui a gardé en fait les stigmates de la Révolution populaire de 1980. Ça a été construit après.
Le bâtiment a été Très construit bien. justement pour la Biennale. Ça, c'est très important de le noter aussi. D'accord. C'est un bâtiment d'exposition qui a été construit pour la Biennale. Et pour vous montrer à quel point c'est aussi structurant dans la ville de Gwangju, c'est que le quartier, en fait, un petit peu au nord de la ville, qui abrite ce bâtiment s'appelle Biennale Row, le quartier de la Biennale, en fait. Donc c'est le premier biennale qui donne son nom à un quartier. En fait, c'est assez étonnant. D'autant plus que biennale, c'est normalement un truc éphémère, c'est tous les 2 ans. Là, c'est structurant en fait dans la ville de Gwangju. Super. Et est-ce que, alors parmi les pavillons, donc il y a l'espace qui a été construit pour l'exposition principale, et ensuite tu as investi aussi d'autres espaces. Je sais que l'université avait été un des points centraux de la révolte populaire de 1980. Est-ce que ça fait aussi partie du parcours ? Ça fera partie du parcours d'une autre manière. En fait, en réalité, j'ai structuré l'exposition en 2 points, parce qu'il y a un truc que je trouve assez terrible, c'est le côté un peu confusing en fait d'être obligé de se balader partout dans la ville. C'est très chiant pour les visiteurs en général. Mais donc j'essaye de simplifier les choses. Et donc il y aura 2 endroits, le bâtiment central et le deuxième partie de l'exposition sera dans un quartier historique qui s'appelle Yangnim. Et Yangnim, c'est le lieu dans lequel les missionnaires catholiques et chrétiens se sont installés en fait au XVIIe siècle. Et il reste encore un petit peu des éléments de cette architecture-là. Et on a trouvé et identifié en fait une dizaine en fait de lieux en fait dans lesquels seront présentés en fait des sortes de solo shows là pour le coup. Ce sera des trucs un peu individuels. Voilà. Et ce sera beaucoup axé sur la musique, mais on y reviendra, et sur le son. Mais voilà, il y a 2 parties à l'exposition. Après, il y a les pavillons nationaux, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu veux justement aborder le titre de l'exposition, enfin de la Biennale cette fois, et oui. donc l'aspect de la musique. Alors, donc, expliquer comment j'y arrive aussi, parce que sinon... Très bien. Alors, je ne dévoile rien. Ce ne sera pas très clair. Je te laisse y arriver. Parce que sinon, Pansori, ça vous dit absolument rien, j'imagine. Alors, peut-être, je peux dire quand même le titre. Oui. Alors, donc c'est Pansori, A Soundscape of the 21st Century. Donc effectivement, alors, il faut expliquer le Pansori. Pourquoi on arrive là Il faut que je parte en fait du cycle d'exposition justement que j'ai entamé en 2014 pour la Biennale de Taipei, qui s'appelait The Great Acceleration, la grande accélération, qui était ma première exposition qui se prenait pour thème en fait l'Anthropocène. Voilà. Et en 2014, en fait, le thème était pas le terme n'était pas très connu en fait. Encore, en tout cas à Taipei, il fallait que j'explique systématiquement de quoi il s'agissait. C'était encore un thème un peu nouveau. Donc ça s'appelait The Great Acceleration et c'est essentiellement basé sur le fait que le changement climatique, en fait, et les bouleversements auxquels on est en train d'assister, en fait, sur la planète, entraînaient une sorte d'enchevêtrement entre le règne animal, le règne minéral, végétal, la machine, etc., etc. Donc c'était le cœur, en fait, de l'exposition. Ensuite, en 2018. Si mes souvenirs sont bons, j'ai fait une exposition au MoCo à Montpellier qui s'appelait Crash Test, qui partait de l'hypothèse que les artistes d'aujourd'hui, mais c'est encore lié à l'Anthropocène, hein, c'est ça que je veux essayer que ce soit clair. Les artistes d'aujourd'hui tendaient à percevoir le monde non plus sous son aspect molaire, et molaire ça veut dire ça c'est une table, mais moléculaire, ce qui veut dire ça c'est du bois qui vient de tel endroit et qui est constitué de telle ou telle molécule. Et donc je montrais une nouvelle génération d'artistes en fait qui s'attachaient à décrire le monde dans sa dimension moléculaire en fait, c'est-à-dire même parler de ce qui se passe dans la société à travers les transports de matériaux, d'énergie, etc. Donc je vais vite, hein. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième, c'était en 2019, la Biennale d'Istanbul, qui s'appelait The Seventh Continent, le 7e continent, qui se référait à l'immense masse de détritus plastiques en fait, qui flottent dans les océans. Ça s'appelle, dans le Pacifique, c'est The Great Pacific Garbage Patch. Et
la taille en fait juste celui-ci en fait c'est équivalent à la taille de la Turquie en fait. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le 7e continent, parce que c'est le continent qui a été créé par les activités humaines et comme une sorte de gigantesque et puissant remords en fait de la colonisation, puisque le Nouveau Monde, ce qu'on appelait le Nouveau Monde en fait au XVe siècle, là par contre ça a été colonisé complètement. Ce nouveau continent, qui est véritablement nouveau pour le coup, personne ne veut y habiter. Genre, on est bien clair. Et personne ne pourrait d'ailleurs, en fait. C'est juste l'image poissarde, en fait, de la négativité, en fait, des activités humaines. Donc on est vraiment dans l'anthropocène. Alors aujourd'hui, on est en 2023. J'avais pas envie de continuer exactement sur cette même lancée, mais d'essayer de voir les choses d'un peu plus haut. Parce que maintenant, bon, c'est vrai que les thèmes en fait, écologiques sont même dominants en fait, dans le monde de l'art. Donc je voulais juste faire un pas de côté et continuer à en parler en fait, d'une certaine manière, mais avec un autre angle caméra. Et là, j'ai pris le thème le plus commun, le plus banal, le plus a priori inintéressant qui soit, qui est l'espace. Alors, l'espace, vous allez me dire, mais c'est d'une banalité affligeante. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que tout le monde a quelque chose à dire sur l'espace et tout le monde a une expérience en fait par rapport à l'espace. Du boulanger du coin jusqu'au physicien quantique. En fait, chacun a quelque chose à dire sur l'espace. Que ce soit l'espace dans lequel on vit dans une ville, l'espace dans lequel on évolue, et au niveau macro, au niveau planétaire, en fait. C'est la montée des océans, c'est le fait que la biomasse en fait est aujourd'hui plus humaine que végétale ou aujourd'hui à la surface de la planète. C'est qu'on a créé un appareillage tellement massif en fait que c'est maintenant l'essentiel de l'espace dans lequel on vit. Donc moi c'est une question centrale et une question qui est répercutée de 1000 manières en fait chez les artistes aujourd'hui, que ce soit en créant des espaces concrètement, ou en représentant l'espace. Il y a une diversité de positions qui est absolument extraordinaire et qui est très... je dirais qu'il y a une mutation, en fait, dans l'appréhension de l'espace chez les artistes aujourd'hui. C'est plus du tout la même chose qu'il y a 30 ans. Ça, c'est absolument clair. Oui, et comme tu le disais, forcément, organiser une biennale dans une ville pose la question de l'espace, du parcours du visiteur. Comme tu disais, ça peut être très ennuyeux ou emmerdant pour les visiteurs de se repérer aussi dans l'espace. Et alors, pour revenir au titre, donc le pansori, donc en fait, c'est une forme musicale coréenne du XVIIe siècle qui accompagne, semble-t-il, des rituels chamaniques. Et littéralement, j'ai lu que ça signifiait la voix de l'espace commun. Oui, on peut traduire par... Pan, c'est le marché aussi, ou l'espace public, etc. Et story, c'est le bruit, le son, voilà. Donc ça peut se traduire aussi par, si je fais une traduction à 360 degrés, ça pourrait être la voix des subalternes. Voilà. Voilà. D'accord, ah oui. Interprétation libre. On va encore plus loin que l'espace commun, on va même au subalterne. Très bien. Et alors, est-ce que tu veux qu'on regarde le film ? Non, c'est un extrait que j'ai choisi parce que pansori, c'est pas exactement ça, hein, mais là en l'occurrence, elle s'exerce devant le paysage et il y a l'idée de se casser la voix. En fait, une chanteuse de pansori doit se casser la voix à un certain point parce que ils atteignent des extrémités en fait vocales assez étonnantes. Merci.
Et alors concrètement, maintenant qu'on a cette image en tête, est-ce que tu veux nous indiquer, puisque j'ai lu aussi que tu parlais d'une symphonie en fait qui se déployait à l'échelle de la ville ou d'un opéra visuel, plastique. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de la programmation et des différents chapitres que tu as construits? Oui, je vais en arriver là parce que c'est le cœur du sujet. Peut-être ayez en tête une autre image. À partir du début du 19e siècle, il y a un scientifique allemand qui s'appelait Ernst Kiadny qui a fait ses recherches en fait, sur les vibrations et les manières dont les vibrations en fait, produisaient des figures spatiales. Kader Attia a fait une série là-dessus d'ailleurs il y a quelques années, je me souviens. Vous mettez par exemple du sable sur une plaque en métal. Si vous avez la même fréquence en fait, qui est envoyée sur cette plaque, vous aurez toujours la même figure. Donc le son, littéralement, produit des figures spatiales. Donc ça, c'est la deuxième image qu'il faut garder en tête par rapport à celle-ci. Donc la question de l'exposition, c'est le rapport entre le son et l'espace. Ou comment le son peut nous aider à comprendre l'espace, à appréhender l'espace, à rentrer dans un espace. Vous allez me dire, c'est un peu abstrait. Mais parfois, il faut confronter les idées vagues à des images claires, comme disait Jean-Luc Godard, et c'est exactement ce que fait cette exposition. Donc l'exposition se distribue en 3 figures sonores. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle va progresser dans l'espace, justement, qui correspondent à 3 postulats, en fait, quant à l'espace, que les artistes d'aujourd'hui prennent, en fait. Le premier, c'est ce que j'appelle le Larsen. L'effet Larsen. Ouais. Ou en anglais, c'est le feedback effect. Mais l'effet Larsen, ça se produit quand on a 2 sources. On peut le faire. Ça marche. Bon, ça marche pas. Mais enfin, tout le monde sait ce que c'est un Larsen, c'est ce bruit terrible. Mais c'est un son qui naît d'un rapprochement excessif. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas suffisamment d'espace. Quand le manque d'espace produit un son, ça s'appelle l'effet Larsen. Ça s'applique à beaucoup de choses dans la vie, je pense qu'on a tous eu d'autres images en tête. Le manque d'espace et des rapprochements beaucoup trop forts. On peut le référer à sa vie personnelle aussi. Tout à fait. Absolument. Bah oui, parce que c'est une figure anthropologique quasiment, en fait, l'effet Larsen. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans une exposition? Je le traduis par la représentation ou la dépiction ou la présentation de la difficulté en fait, de trouver un espace. Ça peut venir de la surpopulation urbaine, ça peut venir du rétrécissement de l'espace humain dû justement à la pollution, à la montée des eaux, etc. Enfin, en tout cas, bref, le sentiment d'étouffement qu'on peut avoir quand on manque d'espace. Donc mais ça va se traduire en termes physiques, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, en fait, ce sera invisible pour les visiteurs de l'exposition, parce que la grammaire théorique que je suis en train de déployer maintenant, heureusement, en fait, les visiteurs n'en sauront rien, d'une certaine manière. Parce que la pensée curatoriale, ça s'exprime dans l'espace, justement. Et cette première partie de l'exposition sera un peu surencombrée, assez sombre, hantée par des figures comme celle du détritus, de la surproduction aussi, pour créer finalement, dans tout le premier niveau de l'exposition, qui en comporte 5, un sentiment d'étouffement, ou un sentiment de manque d'espace, justement. Et qui n'est pas sans rappeler le projet du coup de la Biennale d'Istanbul, avec cette idée du 7e continent aussi, qui est en sursaturation. Tout à fait, ouais. Mais à part à Istanbul, c'était plus l'idée du détritus en tant que tel. D'une surproduction et de la surproduction en tant que telle. Liée à l'écologie. Là, c'est juste un aspect, c'est le premier, c'est le point d'entrée, en fait. Je ne vais pas tout vous raconter non plus, parce qu'en plus, je me fais engueuler quand je donne des noms d'artistes par la Biennale, parce qu'ils me disent Media embargo till November. Bon. Ok. Donc on a l'effet Larsen, première partie.
Ou un premier Ouais. chapitre, Et la première partition. deuxième figure musicale, en fait, qui parle de l'espace, c'est l'espace, c'est la figure de la polyphonie, en fait. Quand il y a polyphonie, il y a dialogue entre des choses hétérogènes. Il y a discussion entre des éléments qui n'appartiennent pas au même registre, en fait. Et c'est une figure qui est très présente dans l'art d'aujourd'hui, en fait. On peut montrer, tiens, par exemple, je vais quand même lâcher un nom, mais parce que Bianca ? ouais, Très bien. qui est par ici, en fait, c'est très clairement le rapprochement entre le monde végétal et le monde humain, le monde et aussi des cristallisations et des phénomènes chimiques qui sont liés à ce rapprochement. Donc on a une sorte pour le coup, une sorte de polyphonie, dans le sens où sont en coprésence des figures, des objets ou des phénomènes qui appartiennent à des registres totalement différents. Voilà. C'est juste un petit exemple. Alors, peut-être quelques mots sur le travail de Bianca Bondi, donc le premier nom que nous aurons. Donc, qui est le seul, j'en ai peur. Voilà. C'est vrai, très bien. Et bon, moi, je trouve que c'est un très beau nom. Alors, Bianca Bondi, c'est une artiste sud-africaine qui est installée depuis de nombreuses années à Paris, qui est représentée notamment par la galerie Maure Charpentier et qui a un travail effectivement de beaucoup de cristallisation. On voit le projet qu'elle avait fait à la Biennale de Busan. Je pense qu'après, il y a un projet... Ça, c'était... Voilà, on est alors là, dans on laisse un espace en fait dans lequel et c'est vrai qu'on pourrait le rapprocher aussi de celui d'un Pierre Huyghe par exemple, en fait, dans la mesure où il ne s'agit pas, comme le dit souvent Pierre Huyghe, d'exposer quelque chose à quelqu'un, mais d'exposer quelqu'un à quelque chose. Et en l'occurrence, ce qui se déroule dans cet espace, celui que montre Bianca Bondi ici, c'est un certain nombre de phénomènes chimiques qui se déroulent totalement en dehors de toute intervention humaine ou même de possibilité d'intervention, parce qu'il y a un côté réaction en chaîne en fait qui est important dans son travail. Et je crois qu'on avait une autre image, mais qui relève plus d'un travail souvent plus domestique de ce qu'elle fait, mais effectivement les installations précédentes montrent bien. Vous avez peut-être vu son travail, elle avait aussi été invitée à la Fondation Louis Vuitton il y a 2 ans pour faire une grande installation et dans de nombreux projets. Elle a aussi son atelier à Pouche à Paris, donc pour ceux qui voudraient aller la rencontrer et voir une partie de ses travaux, c'est toujours possible en allant faire des visites à Pouche, qui est un lieu qu'on adore tous. Et peut-être pour pas rester en fait donner l'impression en fait d'une sorte de truc un peu monodisciplinaire, en fait je pense que la même chose se produit dans la peinture contemporaine par exemple, et qu'on a des phénomènes qui sont exactement du même ordre. Je pense, je vais dire un deuxième nom quand même, c'est Ambera Wellman, dont il n'y a pas d'image. Non. Donc on va revenir à l'image de la Biennale, on va se projeter. Voilà. Ambera Wellman en fait organise l'espace pictural d'une manière qu'on pourrait qualifier. Il y a une sorte de dissolution totale des plans spatiaux justement, et les éléments figuraux sont organisés de manière complètement tactile en fait. Et ça, c'est assez frappant en fait dans son travail. C'est que là, elle représente le monde dans une sorte de tactilité absolue, je dirais. Mais bon, ça ne vous dit pas grand-chose si vous ne voyez pas l'image, donc je vais arrêter là. Mais juste pour vous donner une indication en fait du type de sensibilité très différente en fait, qu'il peut y avoir, mais qui vont un peu dans le même sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la manière dont les artistes voient eux-mêmes leur travail, mais comment on peut le voir autrement aussi. Ouais. Donc la polyphonie, c'est le point 2, et le troisième partition, je crois que c'est le chi et le om. Oui, on peut ou si vous voulez, le son primordial. Le son primordial. Dans toutes les traditions, en fait, il y a un élément qui se réfère à ça. Chez les scientifiques, ça peut être le Big Bang, d'ailleurs. C'est l'idée du son primordial, en fait, comme le Om de la tradition bouddhico-hindouiste, qui est tout simplement le son cosmique. En fait, on peut dire ça comme ça.
Et moi, je l'interprète de deux façons, en fait, en ce qui concerne l'art d'aujourd'hui. C'est la manière dont les artistes, énormément d'artistes, disons, aujourd'hui, sont à la recherche de ce que pourrait être un dehors, en fait, du monde dans lequel ils ou elles vivent. Ce que Tristan Garcia appelait le grand dehors. L'idée qu'aujourd'hui, notre espace est tellement fermé, symboliquement parlant, qu'on est à la recherche, en fait, de tout ce qui pourrait lui servir de dehors, d'extériorité, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a une sorte de recherche assez frénétique d'interlocuteurs extérieurs, externes, de dehors, en fait, du monde aujourd'hui. Et on voit ça, disons, de deux manières. La première, c'est la manière dont les artistes se dirigent vers l'infiniment petit, vers le moléculaire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi la manière dont il ou elle se dirige vers le cosmique, en fait, ou vers l'étendue et les puissances chamaniques, les puissances spirituelles, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Donc j'essaie de lire d'une autre manière ces deux postulats, ces deux recherches, et de les lier à travers ce qu'on pourrait appeler le son primordial, qui est à la fois l'infiniment petit du premier moment du Big Bang et l'infiniment grand de l'infini, en fait, cosmique. Très bien. Et donc ça, si j'ai bien compris, le programme en 3 chapitres ou 3 temps, 3 tempos peut-être, ça c'est le programme de l'exposition que tu vas composer. Et autour de ça s'articule l'ensemble des pavillons à travers la ville, mais aussi tu as investi, j'ai vu, des lieux qui ne sont pas que des lieux dédiés à la culture. Un quartier, ouais. Un quartier, voilà. Avec des cafés, des restaurants, des parcs, l'espace public, aussi l'espace commun dont tu parlais. C'est un itinéraire, en fait, donc, dans un quartier qui s'appelle Yangnim, qui est, en fait, si on part du premier lieu et qu'on va directement au dernier, c'est à peu près une dizaine de minutes de marche. Donc on est dans quelque chose de très... mais je voudrais préciser une autre chose, c'est que si j'ai un peu de temps... Oui, on a encore 5 minutes. C'est que, je voulais parler de ces 3 figures sonores. Et il y a 5 niveaux à la Biennale. C'est un bâtiment, en fait, le premier bâtiment a 3 grands plateaux, en fait, quelques milliers de mètres carrés. C'est ce qu'on voit derrière nous. Oui, absolument, oui. Ah oui, d'accord. Donc à gauche, il y a 3 niveaux. À droite, 2. Donc ça fait 5. Nous sommes bien d'accord. Je vous ai parlé de 3 figures. Donc vous te dites, mais alors comment est-ce que j'arrive à diviser 3 par 5 voilà. Eh bien, en fait, la réponse est assez simple. Ces 3 figures sonores, vous le savez, mais le visiteur ne sera pas marqué nulle part, si vous voulez. C'est une indication curatoriale. C'est-à-dire, à la limite, ça fonctionne pour moi et l'équipe de la Biennale. Mais c'est un truc que je voulais faire à Istanbul, mais que j'ai pas réussi pour des raisons assez épiques. Là, en l'occurrence, les visiteurs circuleront dans l'exposition selon un tracé très précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... aller à certains points, on ne pourra pas aller à gauche s'il faut aller à droite. Mais comment vas-tu nous contraindre ? Eh ben, on met par des murs. Déjà. Une bonne idée. Mais à ceci près que la totalité de l'exposition dans le Exhibition Hall, c'est pour le moment, en fait, il n'y a pas de mur, justement. Et le parcours de l'exposition sera déterminé par la forme des œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque salle, quand il y a une salle, est déterminée par l'œuvre elle-même. Il n'y a pas une idée abstraite où je construis un carré en disant voilà, tu te mets là. Non. C'est l'inverse. Donc ça veut dire, sans pouvoir dévoiler le nom d'autres artistes, mais que tu vas faire beaucoup de commandes spécifiques. Oui. À l'espace. Oui. Ou quand je parle avec une artiste ou un artiste, je sais qu'il y a 5 grands tableaux, par exemple, on construit l'espace comme ça. Et l'idée de la visite, ce sera de
d'arriver sur une sensation d'encombrement maximum. Qu'est-ce qu'un espace encombré? Comment ça se représente en peinture? Comment ça se montre en fait dans une installation? Et très humain aussi, humanisé, dans la mesure où le principe même de l'encombrement dans le changement climatique, c'est que l'humain est partout. Même au sommet de l'Everest, en fait, on a des traces de pollution humaine. L'humain est partout. Ça, c'est la première section. Et plus on va se diriger vers la fin de l'exposition, mais je ne vous dis pas tout non plus, et plus on aura un espace extrêmement ouvert, en fait. Alors, après, il faut encore qu'on décide si la fin est pessimiste ou optimiste. Je ne sais pas encore. Très bien. On laissera peut-être cette question ouverte. Moi, je veux bien participer, si on peut voter, de façon totalement démocratique. Qui veut une fin optimiste? Franchement, tout le monde, quoi. Ok. Mais en fait, non. T'as dévoilé trop de choses? Non, pas du tout. Ah bon. Non, parce que attends, moi, nous, on veut pas. Je sais à partir de quoi peut s'organiser la fin de l'exposition. Mais en même temps, tu viens d'avoir une révélation grâce à nous? Non, mais mais bon. Vous savez, voilà pourquoi je suis beaucoup trop optimiste et pourquoi, comme Gaël, c'est pas forcément réaliste. Mais en même temps, j'ai la fin, mais après, j'ai une œuvre en fait à la fin, mais on peut l'interpréter de manière optimiste ou pessimiste, donc ça change rien. Mais je vais pas vous la raconter parce que ça va être trop facile là. C'est un verre d'eau. Pour venir. Un verre d'eau à moitié. C'est une œuvre d'art. Hein, Pardonnez-moi pour. C'est ça. Très bien. Peut-être comme il nous reste un petit peu de temps, on peut passer la parole. Nathalie. Bonjour, merci Nicolas pour cette belle introduction qui est très envie. Ma question est, hier j'ai eu l'occasion de participer à un talk sur l'éco-conception des biennales et des pavillons, notamment le pavillon à Venise par l'Institut français, et l'importance de mesurer l'empreinte carbone de ces biennales, de ces pavillons, parce que c'était partie de la décarbonation et des efforts qu'il faut déployer. Donc je voulais savoir si vous aviez dans cette... je sais que tu es curateur à large, mais est-ce que dans l'organisation de cette biennale, il y a une intention de mesurer cette empreinte et comment ça se met en place? La première intention, en fait, c'est, mais je crois qu'elle est assez largement partagée aujourd'hui, c'est celle de produire localement. En fait, je crois que c'est la première chose et c'est le premier principe en fait qu'on essaie de mettre en place pour cette biennale, autant que faire se peut. Mais en tout cas, tous les artistes sont fortement poussés à faire ça. Et voilà, en Corée, c'est très facile de produire, donc ça tombe plutôt bien en fait pour les artistes en question. Ensuite, c'est évidemment regrouper en fait les transports aériens ou maritimes autant que possible, dans la mesure où ça permet de transporter davantage d'œuvres en même temps et sur un seul voyage et dans un contexte moins polluant. Après, c'est tous ceux qui vont venir vous voir. Ils vont prendre l'avion. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est la problématique. À moins qu'on se déplace en dirigeable pour venir, on part avec Marie, on prend 3 mois pour venir. Moi, je veux bien. Hein. Moi, ça me va. Pardon, pour que les autres personnes qui assistent à la conférence comprennent, la question vient de Nathalie Guyot, qui est la fondatrice de la Fondation Thalie à Bruxelles et aussi en Arles, et qui a créé de nombreux projets et une chaire aussi dédiée à l'urgence écologique, ainsi que des expositions. Exactement. Et un podcast qui s'appelle Créateur face à l'urgence climat. Voilà. Et il y a une biennale en ce moment, Nicolas, qui s'appelle la Biennale Amour Vivant. Et si tu as l'occasion d'y aller, c'est 30 projets de design régénératif. C'est près des Gares du Nord, un pas de Bonneval. J'en profite parce que... oui, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je voulais préciser qui tu étais et ton engagement auprès de l'écologie. Parce que c'est effectivement un point très important auquel tu participes plus qu'activement. Je ne connais pas tout le monde, mais j'espère. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions ?
C'est juste une question assez simple, mais vous avez parlé de Paris-sur-Ville et je me demandais si vous pouvez me dire un petit peu si vous accordez une place, j'imagine, à la technologie, parce que la Corée a vraiment ces deux pôles entre la tradition et une place très importante de la technologie. Beaucoup d'artistes s'y intéressent, donc en double penchant, peut-être. Moi, j'accorde toujours énormément d'importance aux technologies, les plus anciennes, celles qui ont été inventées il y a 2000 ans, comme celles qui apparaissent aujourd'hui. Mais je pense que j'ai aucune raison de faire d'avoir une préférence pour celle-ci ou pour celle-là, en fait. Je crois que c'est en général, c'est un de mes principes. Moi, je ne sais pas ce que c'est trop qu'une discipline. En tout cas, je ne suis pas un penseur de niche. Parce qu'on sait que dans les niches, je sais pas, voilà, on n'est pas très confortable finalement. Ouais. Mais bien sûr, il y a certains projets en fait qui sont basés en fait sur des recherches extrêmement précises. En fait, encore ce matin, là, en fait, je regardais le projet d'une artiste coréenne qui c'est intéressant parce qu'elle travaille sur la représentation de l'espace, Yeon Kwon. Voilà. La représentation de l'espace par comment est-ce qu'on peut faire de la cartographie en fait avec le son. Voilà, ça c'est un exemple. Je n'en dirai pas plus non plus, mais voilà. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question ? Je voudrais tracer juste un mot, c'est plutôt japonais. MA, c'est la distance de Aikido. Enfin, les personnes qui. Voilà. Et ça me fait penser justement au premier effet à scène. Et de voir justement, est-ce que c'est possible de trouver cette distance raisonnable justement dans cette conflit de son. Ah, ça, c'est une question géniale. Mais en même temps, j'aurais presque besoin d'une autre demi-heure en fait, pour parler de ça, parce que c'est un sujet qui me passionne et qui est au cœur de cette exposition, en fait. Qu'est-ce que la distance ? Je pense qu'en un mot, ce que je pense, c'est qu'on peut résumer l'époque contemporaine par le fait que les distances s'effondrent. Trop grande proximité, on l'a vu. C'est quoi ? C'est la proximité, par exemple, avec l'impossibilité pour les espèces animales de survivre. Ça donne en fait des épidémies, par exemple, première chose. Ensuite, la suppression en fait de l'espace vital en fait pour la plupart des espèces animales dans le monde. La déforestation qui donne lieu à des proliférations végétales, etc., etc. Et c'est quoi le point commun entre toutes ces choses-là ? C'est la distance, la difficulté qu'on a à préserver cette distance. Or, l'art s'est fondé sur la distance. Pourquoi ? Parce que c'est une chose, un objet qui a été fait parfois il y a très 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 longtemps, qui nous arrive de très 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 loin, et c'est une distance maximum. C'est ce que Walter Benjamin appelait l'aura. L'aura, selon la définition de Walter Benjamin, c'est l'unique apparition d'un lointain. D'un lointain. Et l'image qu'il avait en tête, c'était les chaînes montagneuses en fait, qu'il voyait d'extrêmement loin. En fait, c'est un petit peu romantique allemand, mais c'est l'image qu'il avait en tête quand il parlait de l'aura. Et l'aura d'une œuvre d'art, c'est le fait qu'elle vienne de loin dans le temps, loin dans l'espace. Et aujourd'hui, se substitue à l'aura l'effet Larsen de la saturation des 3 milliards d'images qui sont produites sur les réseaux sociaux chaque jour, ce qui fait qu'on ne regarde plus les images, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de distance. Et cette distance, elle est vitale, c'est-à-dire c'est un fait anthropologique absolument fondamental. Voilà. Et cette exposition va parler de ça. En fait, c'est justement le sujet. Donc merci. Ouais, merci pour avoir abordé la question de la distance, parce que c'est fondamental. Ouais. Merci beaucoup. Bien, je pense qu'on peut conclure sur cette magnifique image de Walter Benjamin, de la distance juste et du ma, c'est ça ? M-A, le concept japonais. Ben, merci de nous avoir accompagnés. Je pense qu'on ne pouvait pas débuter mieux que par cette présentation, encore une fois, brillante.
Tu veux qu'on revoie des images? On pourra regarder, on pourra même vous suggérer donc le film que vous voyez là, La chanteuse de Pansori, qui semble-t-il est disponible sur YouTube. Donc on vous invite tous à le regarder et à contempler les distances justes et à mesurer l'aura. Et merci pour la justesse de ces propos et merci de nous aider à prendre de la hauteur ce matin. Je pense qu'on était tous très, très heureux de débuter ainsi cette journée à tes côtés. Donc, merci Marie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo.